Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette première édition d'Afrique Zoom Echo. C'est bien sûr le journal de l'économie qui s'installe donc dans vos différents ménages, autres domiciles et pourquoi pas également les différentes institutions africaines. Et donc pendant une trentaine de minutes, nous allons tout simplement nous plonger dans tout ce qui a été actualité économique sur le continent. Mais tour à tour, nous mènerons également vers une personnalité économique sur le continent, une personnalité qui se démarque de par effectivement des actes posés, mais aussi de par effectivement une carrière économique. N'oublions pas effectivement tous ces rendez-vous économiques qui seront donc tout simplement à la une dans les prochains jours sur le continent africain. Et pour sortir, nous irons tout simplement retrouver quelques perspectives économiques en Afrique subsaharienne. Et donc, si vous êtes confortablement installés, nous y allons tout de suite. Roundup qui nous amène tout droit dans ces activités économiques qui ont donc marqué le continent tout au long de la semaine écoulée ou encore lors des derniers mois consacrés au mois de mai et qui est donc rentré en gare, cédant ainsi la place au mois de juin. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec ce gros événement qui s'est tenu donc du côté d'Abidjan. Nous sommes là effectivement en Côte d'Ivoire et nous parlons de la COP 15 qui s'est effectivement tenue entre le 9 et le 20 mai dernier en présence donc de 9 chefs d'État africains qui a mis en avant les effets négatifs de la sécheresse et de la désertification pour leur continent, mais aussi l'urgence d'y remédier. Les représentants des États et de gouvernements se sont également engagés à trouver dans l'urgence des solutions aux migrations forcées et aux déplacements provoqués par la désertification et la dégradation des terres. Ngalech Ebokeya revient sur cette COP 15. Accélérer la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2023, telle est la déclaration finale publiée à l'issue de la COP 15 tenue à Abidjan. Cet engagement fait partie d'une série de décisions prises après 11 jours de travaux par la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui a rassemblé quelques 7000 participants. Outre l'engagement sur les terres dégradées dans lequel est mis en avant l'implication des femmes, la COP 15 s'engage aussi à renforcer la résilience face à la sécheresse en identifiant l'expansion des zones arides, à combattre les tempêtes de sable et de poussière et d'autres risques de catastrophes croissantes, ou encore à s'attaquer aux migrations forcées et aux déplacements provoqués par la désertification et la dégradation des terres. L'hôte du sommet, le président ivoirien Alassane Ouattara, avait ainsi souligné que la conférence se tenait dans un contexte d'urgence climatique. Notre sommet se tient dans un contexte d'urgence climatique qui impacte durement nos politiques de gestion des terres et exacerbe le phénomène de sécheresse. Il se tient également à un moment où nos économies sont fragilisées par les impacts de la Covid-19 et subissent plein fouet les effets du drame qui se joue en Ukraine. Et la désertification et la sécheresse sont source de migration et de conflits intercommunautaires en raison de la compétition autour des ressources naturelles en constante diminution. Dans ces conditions, il est essentiel d'adopter des politiques qui soutiennent la résilience des populations, notamment les plus vulnérables. Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la CNULCD, a souligné l'importance de la restauration des terres dégradées dans la lutte contre le dérèglement climatique. Selon lui, les terres sont restaurées et les émissions du CO2 réduites, on pourra les ramener dans le sol. Alain Richard Donwayi, nouveau président de la COP 15, s'est engagé à accélérer la mise en œuvre des décisions prises car il y a une obligation de résultat de la part de toutes les parties prenantes.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lui noté l'allongement des saisons sèches en Afrique et l'avancée des déserts du Sahara et du Kalahari. Partenariat public-privé du côté du Congo. Ce pays donc a tout simplement organisé son tout premier forum international. Il s'est tenu du 30 au 31 mai. C'était au Centre international de conférence de Kintele, à 2 km de Brazzaville, avec donc pour but de clôturer un roadshow de 6 mois auprès d'investisseurs à travers le monde, d'Abu Dhabi à Casablanca en passant par Dubaï et Londres. Cette rencontre visait également à établir de nouveaux ponts entre l'État et les acteurs du secteur privé national et international, avec pour objectif booster la qualité et le volume des IDE dans ce pays d'Afrique centrale. Il a été question pour les participants de passer en revue les principaux aspects de l'économie congolaise et de tracer des pistes de solutions afin de dynamiser la pratique des partenariats publics-privés. L'agriculture, le développement industriel, les zones économiques spéciales, le tourisme, l'économie numérique et la promotion immobilière sont donc les secteurs qui ont été placés au cœur des discussions conformément aux priorités du plan national de développement 2022-2026. Une initiative qui a donc été effective sous l'égide du ministère de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé du Congo. Pour rappel, ce pays pétrolier d'Afrique centrale, à l'instar des économies du monde, a été lourdement affecté par les effets de la pandémie Covid-19, d'autant bien que cela avant, le pays traversait déjà d'importantes difficultés économiques. En 2022, le Congo pourrait alors enfin sortir de la récession avec une croissance du PIB attendue donc à 3,5% selon les prévisions de la Banque mondiale. À ce jour, plusieurs analyses lui créditent notamment la possibilité de tirer parti de la flambée des prix du pétrole si le Congo arrive notamment à augmenter sa production. Parlant de cette rencontre de 2 jours, il faut le dire, elle a tout simplement permis aux membres du gouvernement et autres experts de présenter alors les différentes opportunités d'investissement dans les principaux secteurs, à savoir l'agriculture, le développement industriel, les zones économiques spéciales, le tourisme, mais aussi l'économie numérique et la promotion immobilière. Et donc, pour le ministre de la Coopération et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso, ce concept n'est pas une simple alliance entre des intérêts publics et privés, mais constitue tout simplement un dispositif précis qui doit obéir à un certain nombre de prérequis importants. Écoutons-le. Denis Sassou Nguesso, dans sa vision éclairée du développement de notre pays, a décidé de faire du partenariat public-privé un mode de financement de projet. Cette grande et ambitieuse décision a été prise pour de nombreuses raisons, mais nous pouvons principalement en retenir 3. La première est qu'il est un mode de financement innovant qui représente une alternative à l'endettement public. La seconde raison est qu'il favorise non seulement la création de richesses et d'emplois directs et indirects, mais aussi l'acquisition des expertises nécessaires à notre développement. La troisième raison et qu'il constitue un accélérateur de la diversification économique qui, ne l'oublions pas, est l'un des objectifs majeurs de notre gouvernement. Et voilà donc, il s'agissait de Denis Christelle Sassou Nguesso, autant pour moi, qui est donc le ministre de la Coopération internationale et par ailleurs pour la promotion du partenariat public-privé du côté du Congo. Nous rappelons que le tout premier forum dans ce sens s'est donc tenu, c'était du 30 au 31 mai dernier du côté de Kintele. Après donc le Congo, notamment Brazzaville, nous allons du côté de la Tanzanie cette fois-ci, où le gouvernement veut donc tout simplement dire stop aux importations, non seulement de sucre, mais également d'huile végétale. Et donc pour obtenir ce stop, le gouvernement entend bien évidemment mettre les moyens en jeu, du moins pour booster la production d'huile végétale locale. Reportage. En finir avec la dépendance de l'offre étrangère
pour combler ses besoins en sucre et en huile alimentaire d'ici 2025. Tel est le mot d'ordre en Tanzanie où le gouvernement a présenté en début de mois de mai son plan devant le Parlement. Porté par le ministre de l'Agriculture, Hussein Bachir, et le ministre de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce, Achatou Kijaji, ce plan prévoit des mesures à court terme, dont la distribution subventionnée de semences de tournesol certifiées aux petits agriculteurs. Par anticipation, 3 000 tonnes de semences sont déjà distribuées et 10 000 hectares de terre à l'ouest du pays ont été mis à la disposition d'investisseurs privés pour la culture des palmiers à huile. Deuxième source de richesse économique, après le secteur des services, soit 37,5% en Tanzanie, l'agriculture représente 30% du produit intérieur brut et devrait monter à 50% selon un ambitieux plan gouvernemental. Le pays ne cultive que 25% de ses 44 millions de mètres carrés de terres arables, ce qui lui laisse encore un fort potentiel non exploité. L'objectif pour Dodoma est de doper la production nationale, le sucre et l'huile comestible étant donc des produits fortement consommés. En effet, la Tanzanie produit environ 439 000 tonnes de sucre par an face à une demande nationale de 710 000 tonnes selon bien sûr Tanzania Invest. Ici donc, les cargaisons de sucre arrivent principalement de l'Inde, des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, du Brésil et de l'Ouganda voisin. Chaque année alors, la facture des 371 000 tonnes de sucre importé tourne autour de 100 millions de dollars. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, l'inflation bat son plein. Les prix de produits de base, dont l'huile alimentaire, ont flambé, menaçant non seulement le panier de la ménagère, mais mettant aussi sous pression financière les pays dépendants des importations. Alors que les leaders et les experts à travers le continent ont tous appelé à une augmentation de la production agricole et alimentaire, la Tanzanie pourrait-elle inspirer d'autres pays du continent à accélérer leur stratégie d'autosuffisance alimentaire? Telle est la question qui reste posée. En Guinée-Bissau, il faut le dire, une bonne partie de l'économie justement est soutenue par le secteur agricole qui dépend intensement justement des exportations de noix de cajou. Comme partout dans le monde, ce secteur a durement été touché par la crise à Covid-19. Cependant, le pays poursuit actuellement un programme solide pour augmenter la production de cette matière première et par ricochet augmenter la croissance économique. Moiraf F nous en dit plus. Avec un taux de croissance réel du PIB estimé à 4,5% en 2019, la Guinée-Bissau a connu un regain de confiance des investisseurs après une période d'instabilité, notamment depuis la signature en 2014 d'un accord avec le Fonds monétaire international FMI, visant à rétablir les équilibres macroéconomiques et la conduite de réformes. En dépit des conséquences néfastes de la Covid-19 sur l'activité, l'économie de la Guinée-Bissau a progressé de plus 1,5% en 2020 et les perspectives à moyen terme demeurent favorables. De 2014 à 2019, le secteur primaire représentait en moyenne 35,3% du PIB de la Guinée-Bissau. Selon les estimations, le secteur primaire contribuera à hauteur d'1,13 point de pourcentage à la croissance du PIB en 2020, tandis que le secteur secondaire contribuera à hauteur de 0,18 points de pourcentage à la croissance du PIB en 2020. La contribution du secteur tertiaire à la croissance du PIB pendant la crise sanitaire a baissé de 1,54 points de pourcentage, s'établissant à 1,13 points de pourcentage en 2020. Les tendances observées dans le secteur primaire sont principalement dues au progrès du sous-secteur agricole. Quant au secteur tertiaire, la situation s'explique par la bonne dynamique des sous-secteurs des télécommunications et des autres services. La composition structurelle du PIB de la Guinée-Bissau montre que le secteur tertiaire est la première source de création de richesse du pays. En 2020, ce secteur représentait à elle seule près de 50% du PIB. Le secteur tertiaire a été résilient en 2020 avec une croissance estimée à 2,5% en dépit des effets néfastes des mesures imposées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sur le secteur commercial. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, MEF, le secteur tertiaire resterait la première source de création de richesse de la Guinée-Bissau en 2021, suivi du secteur primaire. Ces deux secteurs contribuent
à près de 90% à la formation du PIB de la Guinée-Bissau. Le gouvernement de la Guinée-Bissau compte également sur la mise en œuvre de son programme de développement pour maintenir le pays dans une dynamique de croissance et faire de la Guinée-Bissau un pays attractif pour les investisseurs. Des réformes ont été faites pour aider le pays à atteindre les objectifs du plan national de développement, la vision Guinée-Bissau en 2025, y compris la première phase couvrant la période 2015-2020. Il s'agit de réformes destinées à renforcer les infrastructures publiques, l'énergie, l'eau et l'assainissement. Dans le même sillage, Umaro Sissoko Mbalo a obtenu en janvier dernier 30 millions de dollars de la BAD, Banque africaine de développement, pour des projets d'infrastructure et de développement. Cap à présent du côté de Lomé au Togo pour dire tout simplement que le port de ce côté-là est devenu le 4e port à conteneurs d'Afrique. Il est donc la première plateforme de transbordement de marchandises conteneurisées d'Afrique de l'Ouest et la seconde d'Afrique subsaharienne, juste derrière Durban en Afrique du Sud. Grâce à son tirant d'eau à une profondeur de 16,60 mètres, le port togolais est donc le seul port en eau profonde sur la côte ouest africaine capable d'accueillir des navires à fort tirant d'eau. Avec 900 hectares de domaine, c'est aussi un pôle d'attraction commerciale et industrielle important, doté d'une vaste zone franche, permettant des facilités douanières qui sont synonymes de gains de temps. Ce port s'est donc imposé sur la carte maritime mondiale. C'est aussi un grand carrefour international pour les pays de la sous-région comme le Mali ou encore le Niger. L'économie maritime représente alors près de 75% des recettes fiscales du pays et plus de 80% du commerce extérieur. Le port reste la principale porte d'entrée et de sortie du commerce international du Togo. Le produit intérieur brut généré donc dans la zone portuaire pourrait, selon certains observateurs, se situer à plus de 50% du PIB national. Déjà de 2017 à 2021, son chiffre d'affaires est passé de 26 milliards de francs CFA à 35 milliards de francs CFA, selon le bilan de performance présenté le mois dernier par sa direction générale. Les résultats des investissements consentis il y a quelques années ont porté leurs fruits. Et donc, le port autonome de Lomé affichait déjà 15% de croissance en 2020. Des statistiques qui font dire à M. Ndem Tengue, le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, que le Togo doit poursuivre sa modernisation pour que les bons résultats du trafic se pérennisent. Du côté de Douala, capitale économique du Cameroun, c'est bien sûr la 2e édition du Forum économique de Douala qui s'est donc tenue entre le 25 et le 28 mai dernier. C'était à la salle des fêtes d'Aqua, quartier UP justement de la ville de Douala, sous le thème « Financement et partenariat pour l'émergence de la capitale économique ». Conférences, ateliers, débats, expositions étaient donc au menu de cette édition qui s'est voulue plus ouverte au public. Koumabité y a fait un tour pour nous. Le travail que nous avons fait pour le programme économique régional national, nous avons suggéré justement aux autorités. Placé sous le thème « Financement et partenariat pour l'émergence de la capitale économique », le 2e forum économique invite davantage les acteurs du secteur privé à s'impliquer massivement dans l'amélioration des attractivités des investisseurs. L'édition a pour ambition de réaliser un partenariat solide entre la communauté urbaine de Douala et le secteur privé pour adresser les problématiques de développement des territoires dans un contexte de décentralisation. Vous savez que les villes sont des agents de développement aujourd'hui. Et il n'y a pas assez de financement pour ces institutions-là, étatiques. Il faut donc voir les nouveaux financements qui existent et il faut voir avec les différentes formes de partenariat possibles pour accompagner donc les politiques publiques de développement. Puisqu'il s'agit de la capitale économique, Douala devrait pouvoir mobiliser d'importantes ressources financières pour dérouler son plan de développement qui ne saurait en réalité se réaliser en dehors de la dynamique d'un partenariat pour accélérer son émergence et impacter celle du pays tout entier. Ici, les entreprises installées à Douala, c'est plus de la moitié de tout ce qu'il y a en Afrique centrale. Et donc la ville a une ambition, c'est de se développer. Et pour que la ville se développe, le développement de la ville dépasse largement le budget de la communauté urbaine. Donc nous avons une vision de développement et cette vision peut aussi être très intéressante pour les entreprises. Dans ce forum-là,
va être une interface qui permet que les besoins de la ville rejoignent l'énergie que les investisseurs peuvent avoir. Pendant 4 jours, la deuxième édition du forum permettra de mettre en évidence les réalisations actuelles que les partenariats multiformes ont permis d'accomplir dans la ville, tout en développant de nouvelles opportunités qui répondront évidemment aux besoins des financements de la ville. D'autre part, elle intéressera les structures, organismes et institutions de financement aux projets de développement économique. Je pense que ça c'est une bonne initiative de promouvoir l'investissement, de faire les connexions entre le CED, les autorités de Douala, avec le secteur privé, pour encourager bien l'investissement au niveau de Douala et surtout dans la région de littoral. Au sortir de cette première journée de travail, le Forum économique de Douala a permis de déceler de nombreux défis à relever pour l'émergence 2035. C'est pas moi, ok. Et voilà, c'était donc le round-up comptant pour cette première sortie d'Afrique Zoom Eco. Ensuite, nous allons, comme nous l'annoncions en tout début de cette émission, vous présenter la dame qui a donc été choisie, l'africaine, on va le dire, de la semaine, économique de la semaine. Il s'agit bien sûr du portrait de la semaine. Et parlant de ce portrait, il s'agit de Marlène Ngoyi, qui a tout simplement été nommée nouvelle CEO du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, filiale donc de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, dont la mission est donc de fournir des capitaux de croissance aux entreprises exportatrices. L'annonce a été rendue publique justement par un communiqué, bien évidemment, de la FEDA datant du 13 mai dernier. Siken Doumbé est allé fouiller justement dans le cursus scolaire, mais également professionnel de Marlène Ngoyi. Marlène Ngoyi est la nouvelle CEO du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, filiale de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, dont la mission est de fournir des capitaux de croissance aux entreprises exportatrices. L'annonce a été faite par la banque dans un communiqué le vendredi 13 mai. C'est donc une montée en puissance pour cet expert financier originaire de la République démocratique du Congo, qui manie les chiffres depuis 17 ans. Après son départ de la tête de la BGFI Bank RDC, il y a 1 an, elle s'est davantage rapprochée d'Afreximbank en rejoignant le conseil d'administration de PAPS, sa plateforme panafricaine de paiement commercial. Désormais à la tête du FEDA, Marlène Ngoyi va devoir piloter l'accompagnement financier des entreprises des pays membres d'Afreximbank opérant dans le domaine de l'export et issus des secteurs tels que les services financiers, la technologie, les biens de consommation et de détail, la fabrication, le transport et la logistique, mais aussi l'agroalimentaire et les infrastructures auxiliaires facilitant le commerce, dont les parcs industriels. Le moment est crucial puisqu'après la crise mondiale, les acteurs cherchent de nouveaux relais de croissance et à exporter plus de valeur ajoutée. Formée à l'école américaine, Marlène Ngoyi est diplômée en économie, finance et administration des affaires de l'université Bentley et de Harvard Business School. Elle évolue d'abord au pays de l'oncle Sam dans le private equity, passant notamment chez les grands noms comme Merrill Lynch au début des années 2000, alors que la firme est la star de Wall Street. L'aventure africaine démarre en 2009 lorsque Marlène Ngoyi intègre depuis Washington un fonds dédié à l'investissement dans les entreprises des marchés émergents afin de tirer le développement économique et améliorer les standards locaux de vie. Une année plus tard, la Congolaise quitte les buildings américains et s'installe au Kenya pour piloter les deals est-africains d'un fonds local de capital investment. Repérée par le Gabonais Henri-Claude Oyima, cette banquière issue de la diaspora intégrera plus tard le premier groupe bancaire d'Afrique centrale pour diriger sa banque d'investissement, BGFI Investment Bank. Elle y a mené la levée de plus de 4 milliards de dollars en faveur d'entreprises
et gouvernement avant de devenir le numéro 2 de la filiale européenne. C'est en mars 2018 que Marlène Goï est appelée à voler au secours de la filiale congolaise, alors en difficulté, avec en plus une image écornée car citée dans de présumées affaires de blanchiment d'argent. À ce poste, on lui crédite notamment le redressement financier de l'entité et l'obtention d'une certification anti-blanchiment. Créé en 2019, le FEDA a été quelque peu freiné dans son agenda suite à la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le commerce mondial comme jamais auparavant. Parmi les pays ayant déjà ratifié l'accord de création du fonds, à ce stade figurent le Togo, la Mauritanie, la Guinée, le Soudan du Sud et le Rwanda, qui abritent le siège de l'organisation. Désormais, il s'agira aussi pour la nouvelle patronne de porter la mission du FEDA auprès des autres pays membres d'Afreximbank pour susciter leur adhésion à l'accord de création et poursuivre les efforts en faveur du commerce intra- et extra-africain et surtout d'un espoir africain à valeur ajoutée. On a tout simplement envie de dire à Marlène Goï, you are welcome. Et donc Afrique Zoom Eco se poursuit tout de suite avec les rendez-vous économiques à venir sur le continent africain, ou du moins hors du continent africain, mais qui concernent le continent africain. Il s'agit de l'Africa Energy Forum qui va donc se tenir du côté, bien sûr, qui va se tenir du 21 au 24 juin prochain à Bruxelles, sous le thème l'Afrique pour l'Afrique, construire l'énergie pour la transition juste, avant bien sûr de se rendre du côté de Nairobi au Kenya pour le 25e Forum africain de l'énergie. Et donc une fois de plus, ce forum va donc réunir les gouvernements, les services publics et les régulateurs avec les institutions de financement du développement, les banques commerciales, les développeurs d'électricité, les fournisseurs de technologies, les EPC et bien sûr les services professionnels. Au cours des 23 dernières années, il faut le rappeler, ce forum a acquis la réputation d'être le rassemblement le plus important des décideurs de l'énergie africaine pour former des partenariats, identifier des opportunités et bien évidemment faire avancer à l'industrie. Et donc le rendez-vous est pris pour le 21 et le 24 juin prochain. Ce sera du côté de Bruxelles. Un autre événement, il s'agit de l'International African Summit Agriculture and Industry qui va se tenir du 15 au 19 juin prochain. Ce sera bien sûr à Istanbul, en Turquie. Et donc la mission de l'African Agriculture, Food and Industry est de rassembler des entreprises et des entrepreneurs avec l'objectif commun d'être un pionnier pour le développement du continent africain dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation durable et innovante au sein d'une coopérative de professionnels du monde entier. L'objectif est donc de mettre en relation les différents acteurs publics et privés afin de partager leur expérience, connaissances et opportunités d'investissement pour le continent. Sa vision est justement de jouer un rôle actif dans le monde en contribuant à l'essor des technologies innovantes concernant les systèmes agricoles, l'agroalimentaire et les énergies renouvelables sur le continent en contribuant par des accords, des mesures et des transferts de savoir-faire et de compétences à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi à durée déterminée des populations locales. Un autre événement, c'est le Business Forum. C'est vrai que la dernière semaine du mois de mai a été marquée au Cameroun par le Forum économique de Douala. Sauf que là, nous ne sommes plus à Douala, mais du côté d'Abidjan pour les jours à venir, pour parler justement de ce Business Forum qui va se tenir le 16 et le 17 juin prochain du côté d'Abidjan. Et donc, c'est le premier forum du genre avec pour objectif d'accroître le potentiel d'attractivité de la Côte d'Ivoire
pour les investisseurs privés et stimuler les échanges commerciaux entre les pays de la CEDEAO et de l'Union européenne. Un projet donc financé par l'Union européenne. Le Business Forum, il faut le dire, est organisé en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur. Il est donc prévu l'organisation des rencontres d'affaires. L'une d'elles concerne notamment le gouvernement et le secteur privé dans le cadre des B2G, Business to Government. Elles vont donc concerner différents ministères d'Afrique de l'Ouest. Le Business Forum a donc pour but de créer non seulement les conditions pour le renforcement de partenariats d'affaires entre les secteurs privés ouest-africains et européens en vue du développement des chaînes de valeur locales à fort potentiel de transformation économique. Les organisateurs annoncent alors 150 entreprises de l'Union européenne et de la CEDEAO qui vont tout simplement participer à ce Business Forum du côté d'Abidjan, c'est bien sûr en Côte d'Ivoire. Et puis nous parlons des 29e assemblée annuelle de Afreximbank, cette banque, il faut le dire, par laquelle est justement passée Marlène Ngoyi, et dire justement que la conférence pour les assemblées annuelles d'Afreximbank 2022, avec des conférenciers de haut niveau et des réunions, séminaires et forums attrayants, va donc se tenir du 15 au 18 juin. Ce sera du côté du Caire, en Égypte. Les temps forts justement de la conférence consacrée à cette assemblée annuelle incluent le séminaire et la réunion du groupe consultatif sur le financement du commerce et du développement des exportations en Afrique et l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Banque africaine d'import-export. Et donc cette conférence des assemblées annuelles de la banque se déplorera justement sous le thème « Réaliser le potentiel de l'AFCETA dans l'ère post-Covid-19 » tiré donc parti du pouvoir de la jeunesse. Et puis un autre événement à venir, il s'agit des journées annuelles, il faut le dire, des clubs des dirigeants de banques. Cet établissement de crédit d'Afrique se dérouleront donc du côté de Bujumbura. Nous sommes au Burundi et ce sera les 23 et 24 juin prochains. L'occasion donc pour les participants de tirer les enseignements des dernières crises pour l'économie et les banques. On y attend des interventions du pays hôte comme Jean Kiza, le gouverneur de la Banque centrale, ainsi qu'une allocution du ministre des Finances du Burundi. Au menu, plusieurs panels et conférences sur le thème « Quel financement des économies africaines d'après la crise ?» ou encore la montée des risques et leurs conséquences sur le plan de la liquidité et de la solvabilité. Avec donc des intervenants comme Ousseyou Sow, qui est consultant et formateur, mais également Jonas Siliadin, maître de conférence. Et nous allons prendre un dernier rendez-vous économique sur le continent africain. Il s'agit de la 6e édition du FISAT, toujours du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et donc la 6e édition du Forum international et Salon africain des transports va donc se tenir du 23 au 25 juin à Abidjan. Ce grand rendez-vous professionnel présente alors l'ensemble de la filière du transport, de la logistique aux infrastructures. Le FISAT accueille 150 exposants venus d'une trentaine de pays. Il sera possible de le visiter à distance. Un forum international de discussion accueillera également des représentants des ministères des Transports et des infrastructures, des partenaires du développement, des spécialistes du secteur. Les participants pourront alors postuler à des rencontres B2B, tandis que se tiendra une session spéciale dédiée au financement des projets en Afrique de l'Ouest. Et donc pour l'innovation de cette année, c'est une grande foire aux véhicules, pièces détachées et titres de transport. Après donc Rabat en 2015 et Abidjan en 2017, avec une grande mobilisation des acteurs venant de toute l'Afrique, le salon focalisera plus que jamais toute l'attention des décideurs et des professionnels. La 6e édition du Forum international et Salon africain des transports et infrastructures économiques est soutenue, il faut le dire, par le ministère des Transports de la République de Côte d'Ivoire. Et c'était tout pour les rendez-vous économiques pour les jours à venir. Place à présent à ce qu'il faut savoir en termes de perspectives économiques.
parlant de perspectives économiques, il faut le dire, l'Afrique subsaharienne fait face justement à un nouveau choc qui ramène sa croissance donc à 3,8% en 2022. Et donc Papa Ndiaye du FMI nous présente ici les analyses des dernières perspectives économiques régionales. La guerre en Ukraine affecte déjà les perspectives à court terme de l'Afrique subsaharienne. L'envolée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie va frapper les ménages les plus vulnérables de la région, exacerber l'insécurité alimentaire, augmenter le taux de pauvreté et éventuellement conduire à des tensions sociales. Les pays qui dépendent des importations de blé de Russie et d'Ukraine vont être touchés par la flambée des prix des denrées alimentaires. Mais ils ne sont pas les seuls. Les prix de la plupart des produits alimentaires ont augmenté. Et tous les pays de la région en ressentiront les effets. Nous nous attendons à ce que les retombées de la hausse du prix de l'énergie soient disparates dans la région. La hausse du prix du pétrole pourrait générer des recettes exceptionnelles pour les 8 pays exportateurs de la région. Mais pour les 37 autres pays, elle aggravera les déséquilibres commerciaux et augmentera les coûts de transport et de la vie. En conséquence, la croissance de la région a perdu de son élan. La croissance de l'activité devrait ralentir et s'établir à 3,8% en 2022 contre 4,5% en 2021. La reprise économique devrait s'accélérer en 2023, la croissance s'établissant à environ 4% en rythme tendanciel à moyen terme. Ce rythme de croissance n'est toutefois pas suffisant pour regagner le terrain perdu en raison de la pandémie. Cela complique aussi grandement la création d'emplois, la lutte contre le changement climatique et l'atteinte des objectifs de développement durable de la région. Les perspectives économiques demeurent très incertaines. En plus des retombées négatives de la guerre en Ukraine, les faibles taux de vaccination contre la Covid-19 exposent les pays au risque de nouvelles vagues de contamination. Les problèmes de sécurité et les risques de troubles politiques et sociaux restent également préoccupants. Sur le plan sanitaire, une accélération de la campagne de vaccination demeure indispensable afin de réduire le risque de nouvelles vagues de Covid. Sur le plan économique, 3 priorités d'action urgentes se dégagent pour la région. Premièrement, protéger les ménages les plus vulnérables de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie grâce à des transferts ou des subventions ciblées sans accroître la vulnérabilité liée à la dette. Deuxièmement, contenir l'inflation sans trop peser sur la croissance. Les banques centrales doivent se tenir prêtes à relever leur taux d'intérêt si nécessaire, se prémunir contre les risques pesant sur la stabilité financière et conserver un cadre d'action crédible. Et troisièmement, gérer l'ajustement des taux de change engendré par la hausse des taux d'intérêt dans les pays avancés et par la grande incertitude due à la guerre en Ukraine. Au-delà de la pandémie et des tensions géopolitiques actuelles, des réformes économiques capitales seront nécessaires pour assurer une croissance forte, inclusive et durable. Il faudra principalement favoriser la diversification de l'économie, libérer le potentiel du secteur privé en améliorant l'intégration commerciale régionale, en mobilisant les financements privés et en favorisant l'innovation numérique. Et finalement, faire face aux difficultés dues au changement climatique en investissant dans l'adaptation et en exploitant les possibilités offertes par la transition énergétique. Édition d'Afrique Zoom Echo sur For You Télévision. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Prenons rendez-vous pour samedi prochain à la même heure, au même endroit.